Le match dans le match accueille ce soir une ancienne gloire du cyclisme, vainqueur du Tour d'Italie, du Tour de France et du championnat du monde en 1987. Il fait partie des 3 seuls coureurs avec Eddy Merckx et Tadej Pogačar à avoir réalisé ce triplé. Vous l'aurez reconnu, notre invité est Steven Roche ce soir. Bonsoir Steven. Bonsoir. Comment ça va? C'est impeccable, un peu nerveux sur le plateau parce qu'on n'est pas trop à l'habitude à ce moment de faire les plateaux de télévision, donc un peu nerveux, puis bien content d'être là à Monaco. Ça se voit pas du tout. Steven, on va profiter de cet entretien pour revenir sur votre histoire avec le cyclisme. Le vélo, ça a commencé à quel âge pour vous? Officiellement, ça a commencé à 13 ans, mais en fait, j'avais que 12 ans et demi. Mais comme il fallait avoir 13 ans pour entrer au club, j'avais fait un petit mensonge au président du club, comme quoi j'avais 13 ans. En fait, c'était un mois d'août et j'avais 13 ans au mois de novembre, donc il manquait pas grand-chose, mais pour accéder au club, il fallait avoir 13 ans. Et puis, donc, j'ai commencé tout bêtement comme ça. J'avais une tournée où je livrais les journaux, porte à porte. Et puis, j'avais un vélo avec un petit remorque à l'arrière. Et puis, il y avait une voisine qui savait que j'aimais pratiquer le vélo. Et son mari, il faisait le vélo. Et lui, il était au courant qu'il y avait un club qui allait redémarrer dans une grande surface pas loin de la maison. Donc, il me dit, Stéphane, si tu aimes faire le vélo, il y a un club qui va démarrer. À la place d'aller faire le vélo tout seul, va mercredi prochaine et puis aller rouler avec eux. Et voilà, la suite, on le connaît. Est-ce que vous aviez des idoles ou des modèles quand vous étiez plus jeune? En Irlande, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de communication sur le monde extérieur, surtout sur le vélo, parce que même si on parlait un peu à l'époque d'Eddy Merckx ou Fausto Coppi, mon père, il a été un petit peu... il connaissait un peu le vélo comme ça, mais pas vraiment beaucoup. Mais tout le monde dans le mondial dans le monde connaissait Fausto Coppi et Gino Bartali. Donc mon père, il parlait de Fausto Coppi, mais... Après, ensuite, Sean Kelly, en 76-17, Sean Kelly, il passe professionnel. Mais tout le monde disait que Sean Kelly il vient de Carrigan Shore, mais Carrigan Shore, c'est un autre monde, parce que là-bas, Sean Kelly, c'est un homme qui mange des clous au petit déjeuner. C'est quelqu'un très fort. Il faut même pas en rêver de faire comme lui. Donc, pour moi, c'était un idole, oui, mais sans en être une, parce que je savais pas vraiment ce qu'il faisait sur le continent, parce que nous, on a fait le vélo chez nous en Irlande, et puis on n'avait pas ni de télévision, ni de rapports avec la presse, on n'avait rien dans les médias par rapport à ce qui se passait ici en Europe. Vous parlez du passage professionnel de Sean Kelly à la fin des années 70. Vous, à quel moment vous avez eu la volonté de devenir un cycliste professionnel? À partir de quel âge? J'ai jamais eu vraiment envie, parce que j'étais confortable j'avais un petit boulot en Irlande, j'avais fait un apprentissage dans l'entretien de mécanique, donc j'avais un petit boulot sympa, je gagnais bien ma vie. Et je suis venu en fait en France pour préparer les JO de Moscou en 80. Et puis mon boulot m'a dit, écoute, on te donnera 6 mois de congé sans solde, mais tu reviens au mois d'août, après les JO. Et pendant la saison, j'avais des très bons résultats. Et puis, pour l'anecdote, c'était la veille de Paris-Roubaix amateur. C'était au mois de juin-juillet. Mon patron me téléphone, me disant, Stéphane, est-ce que tu comptes revenir avec nous en mois d'août après les JO? Comment ça se passe en France? Je dis, écoute, pour moi, je vais en parler avec mon patron de club. Et j'en ai parlé à mon patron de club, et qui m'a dit, mais Monsieur Roche, vous savez, c'est pas avec une place de 2 ou de 3 qu'on devient professionnel. C'est vrai que j'avais beaucoup de places d'honneur, mais pas de victoire vraiment. Et en fait, le lendemain, j'ai gagné Paris-Roubaix. Donc, pour moi, c'était la grande porte qui s'est ouverte à moi. Ensuite, j'ai gagné Paris-Reims et ainsi de suite. Et donc, je dis à mon boulot, écoute, je pense que maintenant, je viens de gagner la plus grande épreuve amateur qui est Paris-Roubaix. Je pense que je pourrais peut-être passer pro après les JO. Et en fait, les JO, pour moi, c'était une journée douloureuse, parce que j'étais pas du tout en forme. J'ai fini 40e ou quelque chose comme ça, donc rien à signaler. Donc j'avais tout donné à ce moment-là pour passer professionnel, parce que j'avais un petit rêve quand j'ai gagné Paris-Roubaix, d'un coup on pense aux suites. Et j'ai commencé à rêver seulement à ce moment-là. Donc, mais quand je me suis planté au JO, j'avais le choix, soit je retourne au boulot en Irlande, ou je reviens en France, tenter de gagner encore d'autres courses et passer pro. Donc j'avais dit, je peux toujours gagner mes 2 000 € par mois à l'usine, mais par contre, si je peux avoir des bons résultats chez les pros, quand même vivre ma rêve, ma passion, pourquoi pas.
Donc, je suis revenu en France. Je fais une fin de saison où j'ai gagné encore une dizaine de courses et je passais pro chez Peugeot. Et c'est vraiment à ce moment-là vraiment que je me dis, bon, oui, ça peut, le professionnel peut être accessible pour moi. Mais je me rends compte que j'étais encore un peu naïf parce que j'avais dit que de toute façon, pour moi, que je gagne, à l'époque, c'était en francs, disons 1500 € à l'usine ou 1500 € à faire de vélo, je préfère faire de vélo. Donc, j'analysais en fait comme ça, et ça s'est passé comme ça. En fait, j'ai eu l'équivalent de 1500 € par mois pour passer pro. Et voilà, je passais pro chez Peugeot. Donc là, on est en 1980 et vos débuts chez les pros, ils sont remarquables. Vous remportez Paris-Nice, le Tour de Corse, l'Étoile des Espoirs, également le Tour de l'Indre-et-Loire. On pouvait rêver mieux comme début chez les pros ou pas? Bah non, et puis en plus, bizarrement, je crois que je suis à ce jour toujours le seul coureur de première année pro qui gagne Paris-Nice. Toi-même, Pogacar, il a pas gagné ça. Je dis en passant. Donc, il fait des super trucs, c'est vrai, mais il n'a pas gagné Paris-Nice dans sa première année pro. Et puis, donc, j'ai resté pendant longtemps le coureur le plus jeune d'avoir gagné Paris-Nice aussi. Mais c'est vrai que j'ai gagné, je crois, 9 courses chez les pros en 81 et beaucoup de places d'honneur. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à rêver. Sur cette même année 80, vous prenez la deuxième place d'une course, le Grand Prix de Monaco, une course disparue depuis du calendrier. Depuis 1983, elle n'a pas eu lieu. Elle ressemblait à quoi, cette course? C'est marrant, on va en parler de ça parce qu'hier, j'étais à Monaco et pour m'avoir la carte bleue pour Peace in Sport. Et en fait, j'ai montré à ma femme l'endroit où j'ai failli tomber à l'eau. Parce qu'on descendait derrière la piscine, puis on revenait sur le port, et puis il y avait un gars qui glissait devant moi, et c'était le chaussée un peu trempé, donc je voyais passer plonger dans le port. Mais pour moi, c'est toujours été une très belle épreuve, parce qu'à l'époque, il y a Grand Prix de Monaco, Grand Prix d'Antibes, Grand Prix de Cannes, Grand Prix de Grasse, Grand Prix de Saint-Tropez. Il y a beaucoup de courses comme ça en début de saison, qui étaient pour nous le colonne vertébrale de notre saison. Donc, c'était vraiment des courses de valeur, parce que c'est des courses entraînement, si on veut, mais en sachant bien qu'elle allait avoir une bonne impact ou pas sur la suite de la saison. Donc, il fallait être en forme, mais même si on n'est pas en forme, il fallait bien prendre les choses au sérieux parce que c'était un très bon entraînement. 2 ans plus tard, on est en 1983, vous découvrez le Tour de France. Vous prenez la 13e place de ce Tour de France. C'était un rêve de participer au Tour? Je crois qu'une fois que j'ai passé pro, oui, je rêvais de participer au Tour de France. Mais en 79, je gagne le Tour d'Irlande amateur. Et en fait, le dernier jour, j'avais le maillot jaune sur le dos et puis la télévision irlandaise vient pour m'interviewer. Et puis, mais bon, Stéphane, maintenant, tout le monde ici dit que tu es très jeune, tu viens de gagner le Tour d'Irlande, tu as fait une super prestation. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Et je répondais sans prétention, je dis, mais tout le monde me dit que j'ai la classe, que ça va bien. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que continuer dans le vélo et laisser ma marque sur le cyclisme. Donc, je me dis, bon, c'est vrai que j'étais un peu prétentieux peut-être à l'époque de dire ça, mais heureusement, j'ai eu une belle carrière après parce que sinon, je ne pourrais pas regarder parce qu'à l'époque, j'ai toujours rêvé grand et en me disant que si on doit réussir quelque chose, si on ne rêve pas, on a très peu de chances de réaliser. Donc, j'étais toujours un rêveur, en fait. On va reparler un petit peu de Paris-Nice. En 1985, vous prenez la 2e place de cette course, la course au soleil, derrière un autre Irlandais, Sean Kelly, dont on parlait tout à l'heure. Quelle relation vous entreteniez, vous et Sean Kelly, quand vous étiez tous les deux coureurs? Je dirais que je lui ai montré la voie parce que de gagner Paris-Nice, parce qu'il a gagné 7 fois de suite et puis moi j'étais 3-4 fois 12e derrière lui. Sean, c'était quelqu'un de très spécial pour moi parce que déjà c'était un peu plus âgé que moi, mais et puis il avait fait ses références avant que j'arrive. Donc, quand je suis arrivé, je pense qu'il a dû se réveiller en disant que j'étais le meilleur Irlandais depuis toujours. Je suis un très bon sprinter, mais cette mec de Dublin, ils viennent maintenant dans le même milieu que moi. Il gagne Paris-Nice la première année. Si lui l'a fait, tout le monde dit que moi, je suis plus dur que tout le monde. Je dois pouvoir peut-être le faire aussi. Donc, il a
il a commencé vraiment à marcher. Il a marché déjà avant, mais à partir de 81, il a fait des performances incroyables. Mais notre rapport, ils ont toujours été bonnes, même si parfois on était un petit peu en colère avec l'un l'autre parce qu'on courait après les mêmes bouquets. Et à partir du moment que lui est devenu homme à tout faire, parce que d'abord les sprinters, donc je pouvais pas le battre au sprint, mais je pouvais le battre dans les chronos, dans la montagne. Après, lui est devenu homme à tout faire, sauf dans les hautes montagnes, mais il est venu jouer sur mes plates-bandes à moi. Donc c'est vrai que parfois ça crée un peu de tension, mais c'est dire mon fils Nicolas, Sean c'est le parrain, de Nicolas, et on a toujours resté en contact, on a toujours des très bons rapports. Après la course, souvent dans la course, des petits échauffements parfois, mais pour moi c'était partie de le travail. Et on savait chacun laisser le travail sur le vélo. Toujours au cours de cette année 1985, vous devenez le premier Irlandais à monter sur le podium du Tour de France et vous remportez une étape en haute montagne, en haut de l'Aubisque. Qu'est-ce que ça fait de remporter une étape du Tour ? Enfin, c'était incroyable. Et puis, cette étape-là, encore plus, parce que Raphaël Gimignani, qui était mon directeur sportif chez La Redoute à l'époque, lors de la présentation du Tour de France, octobre 84, il a dit, cette étape-là, Roche va gagner. Et moi, je dis, mais j'aime, calme-toi parce que tu vas mettre la pression sur le dos, donc faut pas trop dire. Non, t'inquiète pas, je sais de quoi que je parle, l'Aubisque, tu vas gagner. Et l'après-midi, tu vas gagner encore. Parce que le matin, on faisait Pau, l'Aubisque, je crois, et l'après-midi, on faisait de l'autre côté. Donc, bref, il a toujours dit, et maintenu toute l'année, que j'allais gagner cette étape-là. Donc, le matin même, il se pointe à ma chambre avec une combinaison. Bon, maintenant, il y a des combinaisons de toutes sortes, machin. À l'époque, il me ramenait une combinaison soie, très, très fine, en me disant que la course fait que 30 km. T'as que mettre la combinaison parce que c'est pas la peine d'avoir un maillot avec des poches. Alors je dis, mais je vais pas me pointer au départ avec une combinaison parce que déjà depuis 6 mois, tu dis à tout le monde que je vais gagner. Maintenant, je vais pointer avec une combinaison. Tant qu'à faire, je mets un pancarte comme ça. Donc, je mets un maillot normal sur le dos. Et quand on arrivait au départ lancé, j'ai enlevé le maillot et jeté le maillot à quelqu'un dans le public. Et en fait, j'étais parti et puis je gagne l'étape, mais c'était une fête incroyable parce que il m'avait tellement fait peur. Et il y avait un monde fou au bord des routes. Incroyable. Et puis, à l'époque, il y avait comment s'appelle, le Colombien Lucho Herrera, qui était très fort à l'époque, un très bon en montagne. Qui a remporté cette année-là le maillot du meilleur grimpeur. Voilà. Et lui, il partait tôt sur le boss. Et je me disais, comment je vais faire maintenant? Parce que j'aime dire que tout le monde qui va gagner. Maintenant, je vais faire deuxième si je laisse faire. Et du coup, j'étais parti le chercher, je le rattrapais, je le contrais. Et puis, à ma surprise, j'ai réussi à maintenir, même Hinault qui est derrière, j'ai réussi à maintenir tout le monde derrière moi. Puis je gagne avec 45 secondes, je crois, d'avance sur le deuxième, je crois que même moi, Sean Kelly, il a fait deuxième ou troisième, je crois. Mais bon, il m'a tellement fait peur que tellement de pression qu'il fallait que je gagne. Pour j'ai gagné. L'après-midi, je n'ai pas gagné, mais mon équipier, Ray de Simon, a gagné l'après-midi. Donc, c'était une belle fête pour la Redoute en 85. On continue d'avancer dans le temps pour se retrouver en 1987. On va parler du Tour d'Italie. C'est votre deuxième participation. Vous l'emportez sur ce Giro en étant maillot rose dès la 3e étape, ce jusqu'à la fin. Comment est-ce que vous avez vécu cette première victoire sur un grand tour? C'était très compliqué parce que quand on dit comme ça, c'est vrai que on peut croire que c'était quelque chose de facile, mais si on fait un flashback en arrière sur les images de Giro 87 et si on entend les archives, on voit que c'était pas un Giro facile pour moi. Parce que j'étais en train de me combattre contre un équipier qui était Roberto Vesentini, qui avait gagné les Giro en 86. Je l'avais aidé chez Carrera à l'époque, gagner les Giro en 86. Et en 87, lui, il voulait être le leader aussi. Donc, en arrivant sur le Giro, moi, j'avais gagné déjà Tour de Romandie, je gagne 3 étapes. J'avais fait un très bon Liège-Bastogne-Liège, le deuxième encore à Paris-Nice. J'avais gagné un Tour de Valence. J'avais fait des belles performances. Et puis, en arrivant sur le Giro, je ne voulais pas être le leader unique, mais j'étais
contente d'être au moins un co-leader avec Visentini. Sauf que Visentini n'a jamais vraiment joué le jeu. Il était derrière moi toujours, ce qui ne me dérangeait pas parce que je savais au moins où il était. mais après, à mi-parcours, après, je sais pas, dizaine de jours, il y avait une contre-la-montre et il m'avait fait une tête comme pas possible en faisant la reconnaissance le matin. Il a voulu faire en voiture, moi je le fais en vélo, mais sur la pluie. Et il venait mon auteur me disait que Stéphane, où est-ce qu'il vient le vent? Stéphane, quel braquet? Stéphane, quelle est la pente? Et puis, moi, quand je faisais un contre-la-montre comme ça, je me mettais dans un boule et je voyais ni droite, ni gauche, ni maman, ni papa. Je voyais la route devant moi, analyser la route, qu'est-ce que j'allais mettre comme braquet, comme pneumatique, comment j'allais attaquer, où est-ce que je pourrais gagner du temps, où est-ce que je pourrais prendre le risque de perdre un peu de temps. Mais lui m'a fait une tête comme ça. Et à la fin, quand je suis arrivé au départ de le contre-la-montre, j'étais épuisé. Donc, du coup, il me met, je crois, 2 minutes dans le contre-la-montre. Il prend le maillot. Et moi, c'était comme si je n'avais jamais existé parce que Roberto, il a pris le maillot et les Italiens voulaient ça, en fait. Donc, par des tactiques, disons, tactiques normales, j'ai réussi à reprendre le maillot 2 jours après en faisant du centre, mais sans regarder dans le rétroviseur. Mais je dois quand même préciser que je n'ai pas attaqué, je suis juste allé très vite. Et il n'a pas pu me suivre, mais j'étais rejoint un groupe devant, et lui, il a pris ça très mal, donc il m'a fait la guerre, pas que sur le vélo, mais même dans la presse. Et le public italien voulait ma peau. Et j'ai passé les derniers 10 jours avec vraiment dans un climat très hostile, parce que j'avais le public qui voulait me taper dessous sur la route. On avait peur qu'il allait m'empoisonner le soir à l'hôtel. On avait peur qu'il allait casser mon vélo le soir parce que j'ai pas fait des copains là-bas en 87, mais j'avais dit toujours que faites ce que vous voulez, je ne rentre pas chez moi. Je vais jusqu'à l'arrivée. Et puis je gagne le dernier contre-la-montre à San Marino, je crois. Et puis, je remporte le général. J'ai pris le trophée et j'ai des copains de Paris qui sont venus me chercher. Et puis, on est monté en voiture, on est entré à Paris, faire la fête à Paris parce que j'avais peur pour ma vie de rester plus longtemps en Italie. Maintenant, ça s'est bien passé parce qu'après, je suis parti gagner autre course. Mais Roberto, même à ce jour, il dit que je lui ai mis un terme prématurément à sa carrière. Parce qu'il était tellement dérangé ou malheureux qu'il n'a pas pu gagner le Giro en 87. Quelques semaines après cette victoire sur le Giro, vous prenez le départ du Tour de France. Tour de France que vous allez remporter pour 40 secondes devant Pedro Delgado. Ça a changé votre vie, le Tour de France? Oui. Déjà au Giro, ça a pas mal changé. Mais de gagner le Tour de France ensuite, donc j'avais gagné le double Giro Tour. Et gagner le Tour, cette année-là, c'était, je crois, un des Tours de France le plus long après-guerre. Je crois que c'était 4300 km et 26 jours, je pense. Oui, c'est ça, 26 jours. Et c'était, au départ, il y avait 7-8 vainqueurs potentiels, mais des vrais vainqueurs potentiels, pas des vainqueurs comme ça, des vainqueurs qui, on allait tous bien, aussi bien que les uns les autres. On les chrono dans la montagne, on récupérait bien, comme Jean-François Bernard, Charles Motet, Pedro Delgado. Il y a eu énormément de changements de maillot jaune. Voilà, il y a eu 7-8 fois changement de maillot jaune. Et moi, j'avais toujours un très bon sens tactique, donc je savais que je vite ciblé qui était mon adversaire principal, donc c'était Jean-François Bernard ou Pedro Delgado. Jean-François, je savais dans haute montagne, je pouvais l'avoir, mais par contre, en contre-la-montre, il fallait que je fasse attention. Delgado, je savais en haute montagne, je pouvais lui suivre, mais pas trop le battre. Mais par contre, dans les chronos, je pouvais lui mettre 1 minute sur 40 km/h. Et j'ai basé mon dernière partie de tour, une fois que je savais que c'était lui vraiment mon adversaire principal, je calculais dans toutes les étapes qu'il ne fallait pas que j'arrive à Dijon l'avant-dernière contre-la-montre avec plus d'1 minute de retard. Donc, si je voulais gagner encore le Tour de France. Cette même année, après le Giro, après le Tour, il y a donc le maillot arc-en-ciel que vous allez chercher en Autriche et vous devenez à l'époque le 2e homme seulement à réaliser ce triplé sur la même année, Giro, Tour, Championnat du Monde derrière
Eddy Merckx. Vous réalisez tout de suite? Pas vraiment, parce que il s'est passé tellement vite, en fait. Parce qu'on a fait 270 ou 12 kilomètres, et justement, les dernières 500 mètres, vraiment, à comprendre vraiment ce que j'allais réaliser. Parce qu'en fait, j'étais allé au championnat du monde en me disant que c'est pas un parcours pour moi, parce que tout le monde disait que c'est plat. Donc, c'est pas Sean Kelly, c'est pas les sprinters, c'est pas la peine de rêver, parce que tu as gagné les Giro, tu as gagné le Tour, il y a la fatigue. Le championnat du monde, c'est pas la peine. Donc, moi, je suis allé là-bas vraiment pour aider Sean à gagner son championnat du monde. Et on a fait quelques courses avant en Irlande, ou même en Italie, et puis en préparation. Et puis, en arrivant au championnat du monde, 2 jours avant l'épreuve, il faisait très, très chaud. Et on a fait un tour de parcours. Et c'est seulement à ce moment-là, je me dis, mais tiens, c'est pas pour un sprinter, ce parcours-là, parce que c'est un parcours pour vraiment un homme fort, qu'il n'y aura pas de gros sprint à l'arrivée. Pourquoi pas? Et seulement à ce moment-là, je commençais déjà à mettre dans ma tête que il y a peut-être ma carte à jouer, parce que tout le monde va croire que Roche est fatigué après les Giro, le Tour, il va être fatigué, donc c'est pas trop un client, en sachant que Kelly, c'est le sprinter, donc il va peut-être rouler pour Kelly. Donc, je sentais que j'avais peut-être un peu plus d'espace où je pourrais manœuvrer. Et puis, le matin, autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que le matin même, on ouvre le rideau et puis il pleuvait, il tombait des cordes. Ou 2 jours avant, il faisait la canicule. Donc, avec la fatigue de Giro et le Tour, si j'avais encore une grosse chaleur à supporter, je pense que ça aurait pas été le même résultat. Mais comme c'était un temps irlandais, je sentais bien chez moi. Et puis, avec le fraîcheur, donc ça m'avait donné un coup de boost. Et puis, j'ai tout roulé pour Sean tout au long de la course. On a raté l'échappée à 2 tours de la fin. Et je pris Sean avec moi, puis on est parti à 2 chercher l'échappée. J'ai animé l'échappée jusqu'au bout. Puis à la fin, j'ai réussi à sortir dans un petit groupe. Mais comme tout le monde regardait Sean, parce qu'en disant que si on amène Kelly avec nous au sprint, il va nous battre. Donc, il y a un petit moment de flottement. Et j'ai réussi à prendre un peu d'écart. Mais j'avais encore le problème parce que j'étais pas un bon sprinter. Donc, je me disais que maintenant, je fais quoi? J'ai fait toute la course, tout le travail pour Sean. Maintenant, et derrière, je fais comment? Je peux pas faire 275 km, travailler comme j'ai travaillé pour faire 5e sur 5. Donc, du coup, c'est incroyable comme le cerveau va vite. Je fais Google Help. Et puis, d'un coup, le vent vient de la droite, dans la roue. Je passe à gauche. Et puis, je réussis à prendre un petit peu un mètre ou deux d'avance. Et je réussis à garder deux mètres d'avance jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, c'était très tactique, mais ça marchait. Et je n'ai jamais gagné de sprint dans ma vie, à part peut-être une autre. Et celle-ci. Mais celle-ci, c'est là qu'il fallait gagner. Mais donc, j'ai eu peut-être les dernières 300 mètres à me dire, mais oui, mais je vais peut-être gagner. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'incroyable que j'ai vraiment réalisé l'importance peut-être 30 ans après, quand quelqu'un m'a fait une scène comme quoi que par rapport à Eddy Merckx, par exemple, que le nombre de personnes qui a fait un doublé, et après il y avait que moi et Eddy Merckx qui a fait un triplé, et que c'est quelque chose qui était très difficile à réaliser. Donc, je pris vraiment connaissance à ce moment-là que peut-être le triplé, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup, Steven, d'avoir pris le temps de revenir sur les grands moments de votre carrière. Merci beaucoup de votre accueil. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.